Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Marty, je vais vous présenter les travaux menés dans le cadre de ma thèse sur le suivi de surface de la cryosphère de montagne par stéréophotogrammétrie time-lapse. Alors un petit peu de contexte, on va définir les termes de ce sujet. Par cryosphère de montagne, on entend essentiellement des glaciers et glaciers rocheux. Par suivi de surface, ce sera essentiellement des champs de déplacement de surface au cours du temps, notamment au sein même d'une saison d'été, et puis des changements de topographie. Par stéréophotogrammétrie time-lapse, on entend à la fois le dispositif, qui est composé de deux appareils photo, et les méthodes qui consistent à traiter ces images-là pour obtenir le suivi de surface. Donc, si on s'intéresse aux méthodes de suivi existantes pour réaliser ce suivi de la cryosphère de montagne, on peut essayer de les classer selon deux axes. Un axe de résolution temporelle, donc à quel intervalle de temps on va obtenir une mesure de déplacement, par exemple, et un axe de résolution spatiale, à quel pas spatial on obtient ce déplacement. Donc, par exemple, on peut commencer par placer l'utilisation d'un GPS permanent sur le site d'étude. Là, on a une excellente résolution temporelle puisque on a une mesure en continu. Par contre, la résolution spatiale qui est limitée au point de mesure sur lequel on a installé le GPS. Par ailleurs, on peut ajouter comme limitation la difficulté d'instrumenter le site puisqu'il s'agit d'une mesure intrusive. On peut ensuite parler des campagnes LIDAR et photogrammétrie drone ou terrestre qui visent à acquérir des nuages de points du site d'étude à des intervalles de temps réguliers. Donc là, on a une excellente résolution spatiale. Le plus souvent, on obtient des nuages de points de densité avec un pas spatial de quelques centimètres. Mais par contre, une résolution temporelle qui est limitée à la fréquence de revisite sur le site. Et puis, c'est du matériel qui est onéreux, lourd et parfois difficile à déployer sur le terrain. Donc, par exemple, cette méthode-là a été appliquée au glacier rocheux du Loréchard. Donc, on a acquis des nuages de points desquels on a pu dériver des modèles numériques de terrain qui ont été corrélés pour obtenir des cartes de déplacement. Enfin, on peut rajouter l'utilisation de balises d'ablation ou de levée des campagnes GPS lors desquelles on lève la position de blocs qui ont été marqués. Donc là, on souffre à la fois de la résolution spatiale et temporelle puisqu'on peut ne mesurer que certains points et ça nécessite toujours de se rendre sur site. Mais ce type de mesure-là a été aussi effectué sur le glacier rocheux du Loréchard, ce qui a permis d'avoir un suivi de surface du déplacement de la surface du glacier depuis les années 80. Donc avec une mesure réalisée chaque année. Enfin, on peut rajouter la télédétection spatiale, où là on a un compromis entre résolution spatiale et temporelle qui va dépendre du satellite et des capteurs. Et on a vu certaines limitations avec la présentation d'Alexandre, avec notamment des données manquantes, mais avec le gros avantage d'avoir une couverture mondiale et pas besoin d'installer du matériel en plus sur le terrain. Donc finalement, on voit que dans toutes ces méthodes-là, il nous manquerait une méthode afin de les compléter qui allie à la fois une bonne résolution spatiale et temporelle. C'est dans cette optique-là qu'on a eu ce projet de thèse de développer une méthode basée sur deux appareils photo installés sur le site. Donc cette thèse, elle est donc préparée ici holistique, au laboratoire Editem aussi pour tous les aspects géosciences et la connaissance des sites d'études. Et puis il s'agit d'une thèse CIFRE avec l'entreprise Tenevia, spécialisée en traitement d'images en milieu extérieur. Donc le dispositif, il se compose de deux appareils photo.
situé à ayant deux points de vue différents sur le site d'étude, et puis enregistrant plusieurs images par jour, afin de s'assurer d'avoir au moins une image traitable lorsque la météo varie au cours de la journée. On a aussi deux sites d'études qui sont instrumentés par ce dispositif. Le premier, il s'agit du glacier rocheux du Laurichard, situé dans les Écrins. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un glacier rocheux, à première vue, ça ressemble plutôt à un tas de cailloux. Mais en profondeur, c'est un mélange de roches et de glace, et ça se déplace vers l'aval comme un glacier, mais à des vitesses beaucoup plus faibles. Ici, pour donner une idée, on est entre 1 et 2 mètres par an selon les zones. Le deuxième site, c'est le glacier d'Argentière. Donc on a un dispositif très similaire. Par contre, la dynamique du glacier est beaucoup plus importante parce que durant la période de mesure, les vitesses sont de l'ordre de 80 à 100 mètres par an. Par contre, on se situe plus loin du glacier, on a une focale plus courte. Donc l'idée d'avoir aussi ces deux sites, c'est de voir comment les méthodes qui sont développées au cours de la thèse peuvent se transposer sur des sites différents avec un contenu d'image différent et aussi des dynamiques différentes. Donc voilà le type de données que l'on peut acquérir avec nos caméras. Donc là il s'agit d'un time-lapse sur la saison 2016 du glacier rocheux du Laurichard. Si sur l'image en grand vous ne voyez pas de déplacement, c'est dû à la résolution de l'image. Sur la droite, vous avez un zoom où on peut commencer de percevoir un déplacement. Alors ces images, vous le verrez, en fait, ont été un petit peu travaillées pour corriger certaines limitations du dispositif. Et donc l'idée, ce à quoi on veut arriver, c'est d'obtenir des champs de déplacement comme ceci. Donc là, on a pris une image de référence, et on a fait les déplacements à 10, 20, jusqu'à 70 jours d'écart. Donc on voit le déplacement forcément qui augmente. Donc là il s'agit d'un déplacement métrique, et maintenant je vais essayer de vous expliquer les grandes étapes qui permettent d'arriver à mesurer ce déplacement. Donc la première étape, c'est déjà d'extraire du déplacement entre deux images séparées d'une certaine date. Donc pour ça, on utilise des méthodes classiques de matching de points d'intérêt et de flow-stick. Et donc, si on applique simplement ces algorithmes-là, on se rend compte qu'on mesure du déplacement dans l'ensemble de l'image, même sur les zones que l'on sait être fixes, donc, notamment le bedrock ou des falaises. Et donc ce déplacement-là, il est dû à un mouvement de la caméra. Alors les caméras, elles vont beau être fixées directement à une paroi rocheuse ou sur des trépieds solidement ancrés au sol, on observe ce genre de déplacement dans les images. Donc c'est probablement dû à des dilatations thermiques à la fois du support de la caméra et voire même des lentilles à l'intérieur qui introduisent ce déplacement-là. Donc la première étape, c'est de venir corriger ce mouvement de la caméra. Et donc pour cela, on fait l'hypothèse que le mouvement est dû uniquement à la rotation de la caméra. Et du coup, on se sert des déplacements sur les parties que l'on sait être fixes pour venir estimer une matrice d'homographie qui va pouvoir corriger l'ensemble des déplacements et obtenir donc ici le déplacement corrigé. Donc vous voyez que sur les zones fixes, on n'a plus de déplacement, mais par contre on observe bien le déplacement sur le glacier, et donc la direction semble cohérente avec les expertises géomorphologiques. Donc à la fin de cette étape-là, on a un déplacement entre les deux images, qui est un déplacement en pixels, puis il va falloir le passer en déplacement en mètres pour s'affranchir de l'effet de perspective dû à l'acquisition des images. Donc c'est là que rentre en compte le deuxième point de vue, l'image prise par la deuxième caméra. Et donc là on utilise des méthodes classiques de reconstruction 3D, de structure from motion, où il nous suffit uniquement d'extraire des points
des points homologues entre les deux vues afin de calibrer la paire stéréo pour obtenir ce type de reconstruction 3D, donc un nuage de points et puis sur lequel on peut appliquer un maillage. Ces reconstructions 3D là nous permettent ensuite de venir projeter le déplacement pixélique pour obtenir un déplacement métrique, donc c'est ici ce que vous avez là à l'écran. On peut aussi géoréférencer ce déplacement-là à condition d'avoir au moins 3 points de contrôle qui sont visibles dans la scène dont on connaisse les coordonnées 3D. Donc, typiquement sur le Richard, il y a 4 sphères, ici on aura du mal à distinguer, qui sont situées sur des zones fixes dont on connaît les coordonnées 3D. Donc ça nous permet là par exemple d'afficher ce champ de vecteur-là dans un autre repère qui est ici rattaché à un modèle ombré d'un MNT produit à partir d'un levé LIDAR aéroporté. Donc maintenant, on peut se poser la question de la pertinence du champ de déplacement que l'on a calculé. Donc, à gauche, vous avez le champ de déplacement calculé avec la méthode que je vous ai présentée au début de corrélation de modèles numériques de terrain acquis à partir de données LIDAR ou DROC. Alors là, il s'agit entre 2012 et 2015. Et à droite, entre 2016 et 2018, le déplacement ramené au déplacement annuel avec notre méthode. Donc les années ne correspondent pas, on n'a pas encore les données équivalentes en LIDAR pour la période d'étude, mais on peut déjà voir que les zones de forte vitesse se correspondent, des fortes vitesses en haut du glacier, là où la pente est plus importante, et aussi au niveau du front sur la droite, là où on a une pente plus importante. Et aussi l'ordre de grandeur est équivalent puisqu'on a des vitesses maximales autour de 2 mètres par an. Donc, si on revient au graphique du début, on voit qu'on répond avec notre dispositif à la question de la résolution spatiale, puisqu'on a quelque chose on a des champs de déplacement qui s'approchent de ceux qu'on peut avoir à l'aide de campagnes LIDAR ou photogrammétriques. Et maintenant, on va voir comment on peut répondre à la partie temporelle. Alors maintenant, je vais vous présenter des données plutôt sur le glacier d'Armentières. Et on va plus spécifiquement s'intéresser à 2 zones sur le glacier. Une zone dite amont qui se situe dans une partie du glacier qui a une pente un petit peu plus importante. Et puis une zone aval, un endroit où le glacier est plutôt horizontal. À l'intérieur de ces zones-là, on va venir moyenner le champ de vecteur vitesse pour obtenir uniquement un déplacement moyen. Donc maintenant, on va voir quelle stratégie on peut avoir pour calculer des champs de déplacement entre toutes les images que l'on obtient. Parce que par exemple, sur une saison d'été, on peut facilement avoir 80 images à 80 jours différents. Quelles images on va choisir et comment on va combiner les champs de déplacement qu'on obtient pour obtenir une série temporelle de déplacements sur ces 2 zones. Alors, pour la suite, je vais même m'intéresser uniquement à la composante verticale du déplacement, parce qu'elle est un petit peu liée à la fonte du glacier, donc c'est une variable d'intérêt. Et donc, voilà ce qu'on souhaiterait obtenir, c'est le déplacement relatif depuis par exemple le 4 juillet jusqu'en septembre du glacier sur ces 2 zones. Donc comment on a construit cette série temporelle des déplacements verticaux? On peut par exemple prendre une image de référence, TR, calculer l'ensemble des déplacements avec toutes les autres images. Donc on obtient une première série temporelle de déplacements relatifs par rapport à cette date TR. On peut faire la même chose avec une seconde date de référence. Et là, on voit que les 2 séries temporelles, si les mesures ne sont pas bruitées et s'il n'y a pas d'erreur, sont
strictement identique à un offset constant près qui correspond au déplacement entre les deux images de référence. On peut faire ça avec une troisième image de référence, et finalement on se rend compte qu'on peut venir estimer ces offsets en utilisant l'ensemble des pas de temps de la série pour venir consolider notre série de déplacements, ce qui nous permet ensuite d'avoir plusieurs observations pour chaque date. Et donc, on pourra ensuite mieux filtrer la série temporelle et appliquer un lissage spline qui nous permettra d'assurer le caractère dérivable de notre série de déplacements pour ensuite obtenir une série temporelle de vitesse. Donc, je reviens sur la slide que je vous ai présentée. Donc, c'est comme ça qu'on obtient ce type-là de résultat. On peut donc ensuite le dériver pour obtenir une série temporelle de vitesse. Donc, alors, pour les deux zones, au cours toujours de l'été 2017. Et donc, afin peut-être pas de valider, mais déjà de sentir un petit peu la pertinence de notre mesure, on peut mettre en face des données d'abord de température. Alors, il s'agit de données de modèle, du modèle AROM, du run précédant chaque date. Donc, ce n'est pas de l'observer, ça reste du modèle, mais à une échéance suffisamment courte pour que les valeurs soient pas trop loin de la réalité. Et donc, on observe bien que la vitesse verticale du glacier semble être bien minimum au moment où on a une chute des températures, alors qu'elle est maximale au niveau d'un pic de température. Et donc, ce qui semble logique, puisque quand la température est plus élevée, le glacier a tendance à fondre davantage. Et en plus, lors de la fonte, l'eau s'infiltre dans le glacier et a tendance à lubrifier encore plus le glacier. Donc, ça semble logique que la vitesse verticale soit plus importante lorsque les températures sont hautes. On peut même rajouter les données de précipitation, et notamment, on voit que lors du pic de température, le pic minimal de température, il y a des chutes de neige qui sont aussi validées dans les images. On peut aussi mesurer quelque chose d'un petit peu plus parlant que la vitesse verticale du glacier, et plutôt une vitesse de changement d'altitude du glacier. Parce que comme le glacier a une certaine pente, la composante verticale elle est due à la fois à la fonte du glacier, mais aussi à la vitesse, au fait que le glacier avance horizontalement selon une certaine pente. Donc la vitesse de surface, on peut la calculer avec notre méthode. La vitesse verticale, c'est celle que je vous ai présentée. Et la pente, on peut aussi la calculer à l'aide des modèles 3D que l'on obtient à chaque date avec nos deux images. Donc finalement, on peut calculer cette variation de hauteur du glacier au cours du temps. Et alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux courbes se sont inversées, puisque avant la vitesse verticale dans la zone violette était plus importante que dans la zone verte. Et maintenant c'est l'inverse. Cela est dû au fait que la zone violette présente une pente plus importante, donc la composante qui vient du glissement du glacier était plus importante. Donc finalement, pour conclure, on a vu qu'on peut répondre à la fois à la problématique d'avoir une bonne résolution temporelle et une bonne résolution spatiale. Alors il y a tout de même quelques limitations. Il faut pouvoir installer le matériel sur le terrain, donc avoir une vue en plongée sur le site d'étude qui n'est pas toujours faisable. Et puis on a aussi une période de mesure qui est réduite puisqu'on ne mesure que pendant l'été, là où les glaciers ne présentent pas de neige à la surface. Et donc on suit essentiellement finalement la couverture détritique ou les blocs à la surface du glacier rocheux.
Rapidement, quelques perspectives. Pour la suite de la thèse, il va falloir comparer nos résultats à d'autres mesures sur les mêmes périodes, donc à la fois en interannuel et en intra-annuel. Donc pour ça, on a installé un GPS en continu sur le glacier rocheux. L'IGE aussi, normalement, doit laisser cette année des GPS permanents sur le glacier d'Argentière. Il faudra voir comment notre méthode se situe par rapport à ces autres méthodes. Il y aura aussi une étape d'évaluation des incertitudes des différentes étapes, le calcul du déplacement dans les images, la projection 3D, pour essayer de les hiérarchiser et avoir une idée sur quelle étape du traitement il faut se focaliser pour, si on veut, améliorer notre dispositif. Et puis là, plus long terme, voir des installations sur d'autres sites, voir comment la méthode pourrait se transposer, puis faciliter l'utilisation des méthodes pour que les géomorphologues et les glaciologues puissent s'en emparer et essayer d'améliorer la connaissance sur ces sites d'études. Merci pour... Cet exposé très intéressant, très clair. La thèse est effectuée entre deux labos, plusieurs labos. Et je me pose, c'est pas une question précisément sur cette thèse-là, mais je me pose la question sur cette thèse. Est-ce qu'on est plutôt dans de l'apport dans le domaine de la glaciologie ou dans le domaine des sciences de la Terre, on est plutôt sur de l'apport dans nos thématiques à nous. C'est aussi une question à Emmanuel qui est co-directeur de thèse. Et Flavien. Et Flavien. Donc je me pose la question. Je vais peut-être commencer par répondre. Ouais. Alors, au niveau des méthodes, c'est sûr que c'est majoritairement de l'existant. Par contre, l'assemblage des méthodes pour cette application-là n'est pas forcément trivial. Et surtout, il y a déjà eu effectivement des travaux avec deux appareils photo sur d'autres études, mais qui ne sont pas allés jusqu'à se comparer à d'autres méthodes pour obtenir les mêmes variables d'intérêt. Et je pense personnellement que c'est intéressant d'aller jusque-là afin de pouvoir légitimer la méthode et qu'elle puisse servir ensuite aux glaciologues et aux géomorphologues qui puissent se l'approprier pour essayer de tirer de la connaissance sur leurs objets d'étude. Sur l'intérêt, j'ai aucune ambiguïté. C'est quelque chose d'intéressant. Mais par exemple, si vous voulez vous présenter derrière une qualif CNU, vous aurez plus de chances de passer en qualif 61 ou de passer en qualif glaciologie. Par rapport aux travaux de Diem, la question ne se pose pas, ce serait un qualif 61. Parce qu'il a travaillé surtout sur la méthodologie et non pas sur la glaciologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude du glacier en tant que La question qui va avec, c'est est-ce que dans son ensemble de traitement, est-ce qu'il est automatisable, automatisé déjà? Il est complètement automatisé et d'ailleurs ce qu'on voit c'est que les méthodes sont les mêmes sur les deux sites d'études. Alors il y a forcément quelques paramètres à ajuster mais les algorithmes sont les mêmes et c'est des méthodes qui doivent être automatisées parce que sinon on ne peut tout simplement pas faire tous les calculs. Là pour présenter les chroniques de déplacement, il y a
il y a 80 images différentes, et donc 80, la combinatoire aussi est énorme, et donc on a besoin d'un calcul automatisé pour obtenir ces résultats. Tu n'as pas évoqué ça comme piste, mais est-ce qu'il y aurait moyen de traiter un peu en qualité de mesure notre vision de la physique? Oui, je pense surtout peut-être dans l'étape de filtrage. On a, après l'étape de consolidation, on a un grand nombre d'observations pour chaque instant. Peut-être que si on arrivait mieux à filtrer en se basant sur des modèles physiques, on pourrait améliorer cette étape de filtrage et du coup avoir un message plus proche, ou même changer le message spin, ça aura un message qui soit plus proche de la physique du système. Parce que les messages spin, on peut se retrouver avec un glacier qui pour continuer dans la réponse à KB, je pense que il y a des éléments tangibles de réponse. C'était le cas déjà pour Michael, c'est que Guillaume est un ancien élève d'IAI, donc c'est pas quelqu'un qui a fait un master SVT, biosphère, je ne sais quoi. C'est des compétences qui relèvent du traitement du signal et du calcul intensif, une gestion intelligente de la masse de calcul. Et un autre élément de réponse, toujours, j'essaie d'être factuel, c'est que c'est une entreprise, c'est une thèse cifre. Et alors c'est clair que la personne, pour rendre à César ce qui est à César, la personne qui est à l'origine du sujet et de l'ensemble du montage, c'est Xavier Baudin qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est du laboratoire Editem. Mais qui est venu voir, il a commencé avec Fabien, qui est venu voir en disant voilà, moi j'ai des séries de photos, aujourd'hui je les regarde à la main. Et aujourd'hui, même en achetant des softs un peu chers, ça fait un peu local, machin, mais il n'est pas en mesure d'extraire la connaissance géosciences qui l'intéresse, autrement qu'en allant regarder avec des points, des machins, et au mieux il fera un petit profil et en relevant les valeurs quasiment. Donc il y a encore tout un champ méthodologique, là, qui m'a parlé de l'aspect multiréférence, enfin on peut l'appeler comme ça vient un petit peu de ce qu'on fait aussi en radar. Il y a encore tout un champ méthodologique et une automatisation des calculs qui pose encore des problèmes de nos disciplines avant de pouvoir fournir des outils suffisamment performants, soit à des entreprises pour de la surveillance, c'est pas pour rien qu'ils font une thèse cifre, et avec des velléités logicielles assez fortes, soit arriver à la connaissance de type géosciences pour éviter. Et dans les deux cas, je pense qu'on est potentiellement un bon partenaire pour arriver à monter les traitements à ce niveau-là. Donc, je pense que ces éléments-là sont importants parce que c'est un petit peu lié à la façon dont tu as présenté des choses. Tu l'as présenté avec une dimension très applicative, très classique, et derrière, on ne voit pas quelle est la partie vraiment fondamentale, théorique et autres. C'est un petit peu le problème aussi, c'est le contraste entre la présentation précédente où on était sur un cadre applicatif aussi et qui a présenté les choses de façon théorique pour aller vers l'application, et cette présentation qui commence par l'application et donc le seul élément c'est que surtout si tu veux rester dans le domaine, il vaut mieux que ta présentation soit un peu plus informatique. Parce que là, je devine tous ces éléments-là, mais je les devine. Les éléments de complexité, de volume de données. Enchaînement des calculs.